Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, en direct, à la radio et à la télévision. David Touzel, c'est le directeur, directeur adjoint et responsable du service de lutte contre le travail illégal. Il est avec nous. David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va évidemment parler du travail illégal. On le voit sur les panneaux qui sont derrière nous. Le travail au noir, ça se paye cash. Ça veut dire quoi le travail illégal? C'est quoi le travail illégal? Alors, le travail illégal, ça prend différentes formes Oui. que l'on peut constater. Bon, la première de ces formes, c'est l'absence d'activité déclarée. Ce qu'on appelle le travail au noir, en fait. Le travail illégal, c'est ça? Alors oui, c'est le travail au noir, de Oui. manière générale, mais ce que je veux dire, c'est qu'on trouve différentes formes. La première forme que l'on trouve, qui est assez fréquente malheureusement à Mayotte, et notamment dans ce qu'on va parler dans le secteur des garages, c'est quelqu'un qui a une activité et qui ne fait pas les formalités d'immatriculation auprès de la chambre de commerce, par exemple. D'accord, donc Voilà. pour une entreprise. Pour une entreprise, Ce qui est tout à censé fait. être une entreprise. Voilà, ça c'est la première chose. Oui. La seconde chose qu'on trouve, c'est les personnes qui y travaillent. D'accord. Alors là, les personnes qui y travaillent, effectivement, qui ne sont pas déclarées, c'est-à-dire pour lesquelles l'employeur ne fait pas les déclarations auprès de la sécurité sociale. Déclaration préalable à l'embauche, ne lui délivre pas de bulletin de paye. La troisième chose aussi, également assez fréquente ici, c'est l'emploi d'un étranger qui n'a pas un titre de travail, qui lui permet de travailler à Mayotte. ouais. Voilà, tout à fait. Et la dernière chose dont je tiens aussi à parler, parce que, hélas, elle est assez fréquente à Mayotte, c'est l'emploi de jeunes de moins de 16 ans. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui doivent normalement être scolarisés, mais que l'on retrouve en train de travailler. Il y a des gamins à Mayotte qui ont moins de 16 ans et qui bossent. Oui, tout à fait, on en trouve. Ouais. On en trouve, hélas, oui. Alors, pour revenir sur l'histoire des étrangers qui peuvent travailler ou pas, comment l'employeur sait si telle ou telle personne a le droit de travailler ou pas? Alors, concernant les étrangers, il y a deux choses à distinguer. La première chose, c'est sa situation administrative. Ouais. Effectivement, pour pouvoir travailler, il doit posséder un titre de travail qui l'autorise à travailler à Mayotte. Un titre de séjour Ouais, ou tout à fait. un récépissé ou quelque chose qui... Sur sa carte de séjour, C'est écrit. c'est écrit. D'accord. S'il peut travailler. Donc, avec ça, l'employeur peut le voir. Donc, il doit lui demander sa carte. C'est la première chose à lui demander. D'accord. Il doit en faire une photocopie et la conserver. Ok. S'il a un doute Ouais. sur la carte, il peut aussi se tourner vers les services de la préfecture. S'il soupçonne une fausse carte, il peut le faire. D'accord. Ça, c'est la première chose. Ok. La seconde chose auquel il faut se rappeler, c'est qu'un employeur qui emploie un salarié étranger sans titre, ça reste quand même un salarié. Ça veut dire que même s'il a travaillé, il doit être payé. D'accord. D'accord? Parce qu'au plan du Code du travail, ça reste un travailleur et éventuellement, ça reste une victime du travail dissimulé. Et ça, c'est pas illégal. C'est-à-dire que j'embauche quelqu'un qui n'a a priori pas le droit de travailler, en tout cas sur sa carte de séjour, il n'y a pas autorisation de travail, je le fais travailler, je lui fais un bulletin de salaire, je le paye, là j'ai le droit. Alors, c'est pas ça. Non, c'est-à-dire que l'employeur, il va être en infraction. On est bien d'accord. C'est passible d'une amende de 75 000 €. C'est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Ça peut aller jusque-là. D'accord. Mais à partir du moment, donc on ne doit pas l'employer, mais à partir du moment qu'il a travaillé, oui, il doit être payé. D'accord. Très clairement. Même si l'employeur doit normalement cesser de l'embaucher, Oui. à partir du moment qu'il découvre, s'il ne le savait pas, à partir du moment qu'il découvre qu'il n'a plus de titre de travail, il doit cesser de l'embaucher. Mais par contre, il doit le payer. Il doit le payer au taux légal pour le temps où il a travaillé. Bien sûr. Même si il est en situation irrégulière depuis le début de son embauche. Il doit être payé. Ça, c'est ce que prévoit le Code du travail. Le Code du travail, il est là aussi pour protéger tous les travailleurs, qu'ils soient légaux ou illégaux. Mais pour éviter l'exploitation de la misère humaine, tout simplement. Tout à fait, oui. C'est bien ça. Tout à fait. Hier, David, vos équipes et vous-même, vous êtes allés sur le terrain pour... j'allais dire aller à la rencontre, bon le mot est un petit peu doux, mais en tout cas c'est ça, découvrir ces fameux garages informels, et vous en avez découvert, on va les voir sur les images qui seront derrière nous dans quelques secondes. Alors c'est quoi un garage informel? Ça veut dire quoi? Un garage informel, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout de suite, c'est-à-dire c'est un garage qui a une activité de réparation et qui n'a pas fait l'objet des formalités d'immatriculation. Ça veut dire que le gars, il a monté son garage, mais il n'a pas été le déclarer à la chambre de commerce. Absolument. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas, généralement, il ne fait pas les déclarations fiscales, sociales
auprès des administrations pour pouvoir le faire. C'est la première chose à faire pour avoir une activité déclarée. Alors c'est important de le contrôler. Bon, c'est pas que dans le secteur des garages, on est bien d'accord. Le secteur informel à Mayotte, il est très important. Ouais. C'est vrai que depuis 3 ans, on fait pas mal de contrôles sur les garages parce que on a découvert que avec les chiffres notamment qui sont rapportés par l'INSEE, on a découvert que presque la moitié des garages à Mayotte étaient des garages informels. C'est beaucoup. Ah ouais, on parle de plus de 120 garages informels, c'est ça ? Plus de 120 garages informels sur 250, donc c'est quand même beaucoup. C'est aussi une activité qui rapporte de l'argent. C'est des activités souvent qui sont permanentes, qui rapportent de l'argent, donc il faut s'en occuper. Mais en quoi c'est grave, David, d'avoir parce que les mecs ils volent rien, ils bossent. Enfin voilà, j'ai un problème sur ma bagnole, je l'amène dans un garage, je ne demande pas la carte au propriétaire du garage s'il est formel ou informel. Et il me répare ma voiture, je le paye, tout va bien. C'est des gens qui bossent, qui participent à l'économie en quelque sorte. Alors la première chose qu'il faut pas oublier, c'est que bon, on parle des garages informels, mais il y a aussi les garages entre guillemets légaux. Bien sûr. Donc on constate, on fait aussi des contrôles, on constate qu'il y a des employeurs qui respectent les règles, qui font leur déclaration fiscale et sociale. Ouais. Ces garages constituent quand même aussi une concurrence déloyale par rapport à eux. Ah ben oui, forcément. Première chose, parce qu'effectivement, souvent les prix ne sont pas les mêmes, ils sont souvent plus bas. Mais oui, forcément, ils n'ont pas les charges. Voilà, il n'y a pas les charges. Donc c'est aussi quand même dans cet intérêt que les contrôles sont faits. La seconde chose, c'est les gens qui y travaillent. Il ne faut pas oublier que le travail illégal, ça a des conséquences, et notamment pour les salariés qui y sont, dont ils ne se rendent pas forcément compte immédiatement, parce que les conséquences ne sont pas forcément immédiates. Souvent, ils sont quand même payés, même si souvent ils sont payés à un niveau inférieur à ce que prévoit la loi, ils sont payés en liquide. Sauf que en cas d'accident du travail, ils ne seront pas indemnisés de la même manière. C'est-à-dire que s'ils ont un accident, les indemnités ne seront pas les mêmes, c'est la première chose. Et puis, je pense aussi aux travailleurs plus âgés. Le jour où ils font valoir leur droit à la retraite. Très souvent, on a beaucoup de travailleurs, effectivement, qui parfois ont fait une partie de leur carrière sans être déclarés, ils ont des droits à la retraite minorés. Oui, c'est clair. Et donc ça, ces conséquences, elles sont à moyen et long terme. Donc c'est pour ça que parfois les salariés n'ont pas forcément immédiatement conscience des conséquences pour eux, parce qu'ils s'en rendent compte avec le temps. Alors, on a des messages sur le principe de l'émission, on reçoit beaucoup de messages et des questions. On nous parle également, et là, a priori, je pense que c'est un monsieur qui doit avoir un garage légal, qui dit il y a un autre problème, c'est les problèmes de garantie sur les réparations. Quand la différence entre un garage informel et un garage légal, c'est les garanties sur les réparations. Le garage informel, il n'y a pas de garantie. Probablement. Ça, alors je ne suis pas expert, je ne peux pas vous. Oui, mais du coup, c'est le consommateur qui est. Mais tout à fait. Il y a sûrement ce problème-là. Ouais. Alors, un garage informel, ça va de quoi à quoi? Est-ce que, par exemple, les petits doukas ou les petits bangas que l'on voit au bord des routes, auprès duquel on va s'arrêter parce qu'on a crevé, est-ce que ça, c'est considéré comme un garage informel? Alors tout à fait, c'est vrai qu'ici à Mayotte. C'est pratique ça pourtant, David. C'est pratique, mais c'est vrai qu'à Mayotte on trouve sur les bords de route des petites activités de réparation qui sont déjà des activités informelles. Alors c'est vrai que nous on commence en priorité par visiter, par contrôler les garages établis dans des locaux. Mais ces activités de réparation, de temps en temps aussi, on s'en occupe. D'accord. Quand on parle vous parliez tout à l'heure de retraite, en cas de blessure sur un lieu de travail, etc. Oui. Il y avait eu une campagne qui avait été faite par les services de l'État qui expliquait, je crois qu'on l'a vu passer tout à l'heure derrière sur les écrans, votre nounou n'aura pas de retraite et ce sera de votre faute. Ça, c'est pour ceux qui embauchent des personnels c'est de peut-être maison. Pour les emplois à domicile. C'est ça. C'est les mêmes règles. Ça revient au même, non? C'est les règles que j'ai rappelées au début. C'est-à-dire que même on le voit là. Retraite pour votre nounou. Par votre faute, le travail au noir se paie cash. Elle n'aura pas de retraite. Alors tout à fait, sachant que les règles sont les mêmes que celles que j'ai rappelées pour les entreprises. C'est-à-dire que tout particulier, effectivement, peut avoir du personnel de maison pour le ménage, pour les enfants, etc. La règle est la même. Il faut faire une déclaration d'embauche auprès de la sécurité sociale. C'est l'URSSAF. C'est assez simple à faire. Il faut retirer le document auprès de la caisse de sécurité sociale. Vous le remplissez, vous le remettez. C'est un document assez simple. Ça peut être fait en quelques minutes.
Et ensuite aussi l'obligation de remettre un bulletin de paye. Alors pour ça justement j'insiste, parce que c'est vrai que quand on est un particulier, c'est pas toujours simple les formalités. Bon, la déclaration préalable d'embauche, c'est vraiment simple. Hein. Il faut simplement demander à la personne que vous embauchez son numéro de sécurité sociale, sa pièce d'identité, ça suffit pour faire la déclaration d'embauche. Le bulletin de paye, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de la DIECT. On a des documents types qui peuvent vous aider à faire le bulletin de paye. Et s'il y a des questions, on peut se rapprocher de nos services de renseignement pour le faire. C'est pas compliqué, ça permet effectivement à la personne d'être déclarée et pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est en cas d'accident ou d'homicide. Oui, bien sûr. Il faut faire attention, on ne sait jamais, il peut y avoir un jour un accident grave et c'est souvent là pour les particuliers qu'il peut y avoir des problèmes. Donc il vaut mieux se couvrir en faisant effectivement la déclaration d'embauche et toutes les déclarations sociales qui sont nécessaires et qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, ne sont pas compliquées à faire. Ah, oui, mais justement, on parle de déclaration sociale, charge patronale, charge salariale, etc. etc. En métropole, il existait à une époque le principe du chèque d'embauche, je crois. Oui, ça existe toujours. Et ça existe à Mayotte. Ça va être étendu à Mayotte, oui. Très bien. Et ça devrait sera pour quand? J'ai pas la date, mais on parle effectivement peut-être d'une extension cette année. Ça serait bien. Parce que on va expliquer si ça arrive, et il va falloir revenir pour en parler, parce que si ça se met en place, c'est vraiment très simple pour l'employeur qui a du personnel de maison, par exemple. C'est-à-dire c'est un chéquier, et avec ça, tout est payé. Ouais, c'est un chèque, tout est payé. Alors il y a ça, c'est vrai que c'est pratique. En plus, je crois qu'on peut bénéficier de déduction d'impôts. Exactement. C'est quand même aussi une raison supplémentaire. Non, vraiment, il ne faut pas prendre de risques à ce niveau. C'est vrai que on a tous connaissance de particuliers qui le déclarent pas. C'est vraiment un tort parce que même actuellement, sans l'utilisation du chèque emploi-service, sincèrement, c'est vraiment simple à faire. Et si vous avez des difficultés pour les bulletins de paye, parce que c'est vrai que faire un bulletin de paye, c'est pas toujours simple. Il y a des documents qui sont déjà un peu prêts, qui sont prêts sur le site de la DIECT, que vous pouvez retrouver. Et éventuellement, vous vous renseignez en vous déplaçant dans nos services, on pourra vous renseigner là-dessus. J'ai un garage, ce que ce monsieur appelle un garage informel. J'ai tenté de faire des déclarations auprès de la CCI et différentes organisations. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai commencé le travail sans autorisation. Est-ce qu'il a le droit, le monsieur? Alors, normalement, non, il faut absolument au moins qu'il ait fait son immatriculation. Il faut au moins qu'il ait fait l'immatriculation. Il ait obtenu l'immatriculation. Le fait qu'il fasse la demande, c'est pas suffisant. Non, mais il faut qu'il se déplace. Je pense qu'il faut qu'il se déplace auprès de la chambre consulaire et effectivement qu'il remplisse les déclarations. Comme pour le salarié, il suffit. C'est pareil pour la déclaration d'embauche. Il n'y a pas un délai d'attente long. Vous remplissez la déclaration d'embauche, vous la déposez auprès de la sécurité sociale et je dirais dans les minutes qui suivent c'est parti, le salarié peut commencer à travailler. À partir du moment où la DBAE elle est postée, c'est fini. Alors il faut pas poster, mis dans la boîte aux lettres de la sécurité sociale. Alors ce qui vaut mieux c'est quand même la déposer, je le précise, au guichet et d'obtenir le cachet de réception. Ah oui, bien sûr. Parce que accuser la réception. Oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui remplissent les déclarations qui ne les déposent pas. Donc il faut que vous ayez preuve que vous les déposez, c'est important. Il nous reste 5 minutes, David. J'aimerais qu'on parle des risques, ceux qu'encourent évidemment les employeurs qui font de l'emploi illégal, les risques que peuvent encourir les gens qui montent des activités dites professionnelles illégales, informelles, que ce soit un garage ou d'autres, et les risques judiciaires, je parle, également pour le travailleur. Est-ce que le travailleur, quelque part, il a un risque au-delà de l'aspect financier? Est-ce que lui est en tort? Alors, c'est compliqué ça. C'est un peu plus difficile. Pour répondre à votre dernière question, effectivement, non, sur le plan du droit du travail, le salarié est une victime. Donc, de notre point de vue, non, c'est l'employeur qui est d'abord responsable. C'est à l'employeur de s'assurer des déclarations, c'est à l'employeur de s'assurer que son salarié est bien en situation régulière, en tout cas qu'il a tout fait, qu'il doit pouvoir démontrer qu'il a tout fait pour vérifier qu'il était bien en situation régulière et qu'il s'en est assuré. La seconde chose, non, le salarié, de manière générale, est toujours la victime. Est la victime, sauf s'il participe avec son employeur au recrutement de salariés illégaux. Ah oui, là, par contre, sa responsabilité peut être mise en cause, il faut quand même le savoir, d'accord. Il y a sinon, alors pour répondre à votre question sur les infractions, effectivement, les infractions elles sont de plusieurs sortes. Il y a les infractions pénales, dont vous avez commencé un petit peu à parler dans votre question, et les infractions administratives, et les sanctions aussi administratives qui peuvent exister. Alors les infractions pénales, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure.
pour la dissimulation d'activité d'emploi salarié, c'est prévu à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Ça monte à 75 000 € d'amende, 5 ans d'emprisonnement pour l'emploi des mineurs. Et également pour l'emploi d'étrangers sans titre, hein, donc ça peut. Bon, après évidemment, le juge, en fonction de la situation, va Oui, mais ça va peut minorer. aller Hein. jusqu'à Voilà, dans les infractions les plus graves, ça peut la aller peine jusque-là, plafond. hein. En fait, Ouais, c'est ça. tout à fait. Donc les infractions les plus graves, c'est quand même pour l'emploi de mineurs, hein, de moins de 16 ans. Ouais, forcément. J'y reviens, j'insiste, mais parce qu'ici, malheureusement, on en rencontre beaucoup trop. Et puis aussi, bien sûr, pour l'emploi d'étrangers sans titre. Hein, ça peut être sérieux. Alors, sinon, on peut aussi avoir des sanctions administratives. Hein, Alors, c'est quoi une sanction administrative? Ça veut dire qu'ils sont prononcés par différentes administrations. D'accord. Alors, par exemple, il peut y avoir la fermeture administrative de l'établissement. C'est-à-dire qu'on constate... Même s'il est, lui, légal. Oui, tout à fait. Légal ou illégal. Alors, illégal, bien sûr, Ouais, mais illégal, surtout légal. Hein. Ouais. Illégal, bien sûr, il peut y avoir une fermeture. C'est-à-dire quand on a un employeur qui fait fonctionner par exemple son entreprise, hein, c'est pas simplement les garages, hein, c'est toutes les activités qui fait fonctionner son entreprise uniquement avec des travailleurs non déclarés, le préfet peut prendre une décision de fermeture. Voilà. Okay. Temporairement ou définitivement. Ouais, c'est souvent temporaire. Hein. C'est temporaire, mais ça peut durer un temps important. C'est comme pour l'alimentation, hein, sur l'hygiène. Il peut y avoir une fermeture. C'est pareil pour le travail illégal. Il peut aussi y avoir, et là je pense plus au secteur du bâtiment et des travaux publics, il peut aussi y avoir une exclusion des marchés publics qui peut être prononcée quand une entreprise a recours et continue de recourir au travail illégal. Voilà, donc, et aussi peut-être dans les mois qui viennent, il y aura des possibilités d'amende administrative qui soient prononcées. La notion de bonne foi ou mauvaise foi, est-ce qu'elle rentre en ligne de compte lors de vos contrôles? Vous tombez par exemple sur un employeur qui dit « Ah ouais, non mais je savais pas, alors il y a plein de... Je vous dis ça parce que ça a failli m'arriver à moi, avec une personne qui a un titre non pas de séjour, mais un récépissé de demandeur d'asile. C'est écrit qu'il a le droit de travailler. Et il était dans le bon timing sur les délais, sur les dates. Je fais photocopie de son titre de séjour et je range le document. Seulement, il a une date à un moment donné, ça s'arrête. On contrôle pas ça tous les mois avec tout ce qu'on a à faire. Là, clairement, on est pas forcément dans la mauvaise foi. Alors, faut savoir que quand il y a un contrôle qui est fait dans une entreprise, l'employeur va avoir l'occasion de s'expliquer. Ça veut dire qu'avant que nous, je parle au niveau de l'inspection du travail, hein, d'accord, bien sûr. Mais c'est vrai aussi pour d'autres services. Avant qu'on dresse une procédure qu'on va transmettre au parquet, l'employeur va être entendu dans nos services, il va pouvoir s'expliquer. Alors, sachant que nous, au niveau inspection du travail, on a tout à fait la possibilité soit de faire un procès verbal, soit simplement demander à l'employeur de régulariser sa situation. Ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on se rend compte lors de l'audition ou lorsqu'on reçoit l'employeur après le contrôle, parce qu'il nous a fourni des documents, des explications qu'effectivement, soit il y a eu une inattention, ou soit par exemple il a régularisé immédiatement quand il s'est rendu compte. Ça va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on va lui faire une lettre d'observation en lui disant attention pour la prochaine fois, ne recommencez pas. Mais le gars il régularise donc. Voilà, il régularise et dans ce cas-là, ça va pas plus loin. Parfois, tout dépend des situations. Évidemment, quand on est dans des situations de récidive ou des infractions graves, massives de travail illégal, là c'est différent. Mais bon, dans tous les cas. Même si il y a des poursuites qui sont engagées, on encourage toujours l'employeur à régulariser. Parce qu'en général, quand même, de manière générale, dans les sanctions qui seront prononcées, on tient compte. On tient compte de l'employeur et de ce qu'il a fait suite au contrôle. Est-ce qu'il a régularisé? Bon, on en tient compte. Est-ce qu'il a rien régularisé? Il continue. Globalement, à Mayotte... Ça ne sera pas la même chose. Hein. Globalement, à Mayotte, les personnes qui se retrouvent dans ce type de situation, c'est des gens qui le font sciemment ou c'est vraiment par erreur ou faute d'inattention ou autre? Alors, globalement. Il y a quand même, globalement, il y a un recours volontaire, oui. Donc les gens, la majorité, ils savent ce qu'ils font. Oui, je pense que beaucoup le savent. Alors, bon, vous voyez, il y a des choses très simples, comme on a vu très récemment, sur de l'activité informelle. Parfois, l'employeur lui-même est en situation irrégulière sur le territoire. Donc, quand il est en situation irrégulière sur le territoire, il peut même pas, même s'il le veut, parce qu'il y en a qui tentent de le faire, mais là, c'est pas possible. C'est-à-dire que le gars, il est, imaginons, clandestin à Mayotte, il monte un garage ou autre chose, et il va tenter d'employer des gens de manière légale?
C'est-à-dire, non, mais Faire un bulletin de salaire. ce qu'il va faire souvent, Ouais. parfois certains, hein, on le voit, je l'ai vu il y a encore Ouais. quelques jours, il va tenter d'aller régulariser sa situation, c'est-à-dire d'immatriculer sa société. Oui. Mais comme lui-même n'est pas en situation Eh régulière, oui. il ne peut pas le faire. Ouais. Et en plus, très souvent, il arrive qu'il emploie lui-même des salariés. Ouais. Et donc, il le sait, sa situation, il le sait. Bon, après, c'est un autre problème hein, qui s'oppose. Mais voilà, il y a des fois, effectivement, on tente de régulariser dans des situations comme celle que je viens de vous dire, et c'est pas possible. David Touzel, juste en conclusion, quel message en tant qu'inspecteur du travail là, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, ceux qui ont envie de démarrer, de développer une activité professionnelle, une entreprise, ou être embauché tout simplement? Quel message vous avez envie de faire passer? Tout simplement, rappeler que le travail illégal, enfin, déjà, le travail illégal, c'est pas une fatalité. Hein. Et contrairement à ce qu'on croit, les formalités ne sont pas si compliquées que ça. C'est assez simple hein, de déclarer. Voilà. Donc, pensez à le faire. Si vous avez besoin de conseils, pouvez-vous tourner aussi vers les administrations compétentes. Il y a la sécurité sociale, il y a la DIECT. Hein. Donc, ne restez pas dans des situations et n'attendez pas le contrôle qui arrivera un jour ou l'autre. Tôt ou tard. Voilà. Tôt ou tard, le contrôle arrivera. La DIECT veille. Merci beaucoup, David Touzel, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, hein, vous êtes directeur adjoint en charge de ce service de lutte contre le travail illégal. On y voit plus clair. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.